C'est la classe, hein? Payer, oui, pour ça. Non? Merde. Quoi? Maintenant? Oui. Mais non, ça va. Attention, une macalette, pas rangé tout à l'heure. Pas mon boulot. Mais si c'est ton boulot. Tu veux ta montre? Hein? Arrête. Bon. Pas assez. Voilà. Ah, j'ai crevé. T'es crevé, tu fais rien en ce moment. Quoi? Seulement au mois d'août. Ouais, les vacances. 35 heures. Quoi? 35 heures? Pour qui? Toi? Non? Toi? Ouais. Allez, quoi? Casse-toi. À qui tu dis ça? À l'autre. Et je suis ventriloque international. D'accord, donc ça consiste. Alors, la ventriloquie. La ventriloquie d'abord, c'est ça, hein, la question, qu'est-ce que c'est et pourquoi international. La ventriloquie, c'est l'art de parler sans bouger les lèvres. Donc on parlera peut-être de la technique un peu plus tard parce que c'est un peu barbare, on va dans les détails un peu. J'ai eu la chance d'avoir un maître allemand, Jean Le Schlick. Donc je pense savoir tenir la bonne technique. Et international, parce qu'il est complètement différent de faire un numéro de ventriloquie si on est anglais pour son pays, pour les Anglais, si on est en France pour la France. Il y a d'excellents ventriloques en France, mais il y en a peu qui sont internationaux, puisqu'il faut qu'à la même seconde, dans la salle, un Chinois, un Thaïlandais, un Hollandais, un Français rient en même temps. Donc ça, c'est sur le papier, c'est une gageure totale. Et j'ai l'habitude de dire que j'ai mis 15 ans à faire 15 minutes. De façon à ce que ça soit one gun line, c'est qu'il y ait un rire à chaque phrase, quel que soit le public. Quel est le lien entre les ventriloques et les magiciens? Alors, moi le lien il est direct puisque j'ai épousé une magicienne. Alors comme ça, et il est encore plus direct puisque j'ai épousé non seulement une magicienne, mais le père d'une magicienne, puisqu'à l'époque Viviane me disait, mais tu m'as épousé pour l'atelier de Mireldo ou pour moi? Parce que j'avais pas d'atelier, j'ai toujours été un bricoleur, un créateur, et c'est chez Mireldo que j'ai réalisé mon premier oiseau qui sort. Et Viviane a arrêté, elle était au Lido, mon épouse Viviane Mireldo, a arrêté son numéro de magie, les grandes illusions, pour être avec moi lorsqu'on s'est rencontrés. Donc j'ai bénéficié de toute l'expérience qu'elle avait, ce qui m'a fait gagner beaucoup de temps, et toute l'expérience aussi de son père, de Mireldo, qui de nombreuses fois m'a dit, Marc, arrête ça, ça passe pas la rampe. Parce que j'avais une idée à la seconde et j'ai effectivement essayé 1000 choses. Voilà le lien entre la ventriloquie et la magie. On peut dire aussi que la magie, c'est l'illusion de la vue, alors que la ventriloquie est l'illusion de l'ouïe et de la vue. Ce qui rapproche davantage la ventriloquie du théâtre. C'est un théâtre complet, puisqu'on crée des personnages, ils ont une voix, ils ont une personnalité, il y a une situation donnée, et souvent dans un huis clos, donc c'est pratiquement du théâtre one-man show. Ça va? C'est intéressant ce que vous dites, l'idée c'est aussi de retrouver un petit peu des faits historiques. Vous parliez de Mireldo, donc c'était un magicien. Mireldo était... On peut en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Mireldo, qui nous a quittés il y a 15 ans maintenant, était un maître de magie. Ce que j'appelle un maître, c'est-à-dire quelqu'un qui est un créateur, un interprète sur scène, bien sûr. Et à son époque, il y avait uniquement des cirques. Il y avait peu de cabarets, pas tellement de télévision. Et la façon de pouvoir travailler, c'était d'être original. Donc au début, il a été un Chinois. Il a trouvé des personnages comme ça, il y a des photos, des affiches en bas de lui, et il a surtout créé un genre qui n'existait pas, qui est le couteau dans le bras. Donc il se plantait un couteau dans le bras, il était très, très impressionnant, très trapu, et du sang coulait. Et l'anecdote, c'est que les directeurs de cirque venaient voir Mireldo le soir et disaient,
pas tellement marché ce soir. Hein. Je dis, ah bon, pourquoi? Ben, il y a eu 3 évanouissements. Voilà. Donc c'était sa façon de mesurer son succès. Il a créé bien sûr beaucoup d'autres choses, comme la femme décapitée à l'Olympia, où il y avait des festivals magie pendant l'été. Et là, il a créé quelque chose. Il y avait toute une cérémonie avec des gens cagoulés. Lui, il était le bourreau sur scène avec la hache. Et il décapitait une de la suppliciée, la tête sautait, le corps tressaillait. Et après, il invitait les gens du public à venir dans l'allée centrale, contrôler à 1 mètre, et là on ne voyait pas l'illusion. Il a 2 mois durant à l'Olympia. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire. Et ensuite il a été aussi conseiller pour l'Académie française, il a fait pas mal de galas de l'Union, je crois, lorsque les comédiens venaient jouer sur scène, les comédiens connus venaient. Voilà. Et donc voilà, c'est un homme très attachant, superbe, et il a lui-même disparu. Maintenant une belle émission. Mais bon, il est toujours là parce qu'à l'atelier en bas, j'ai récupéré bien sûr et tout est numéroté de sa main. Et il y a des pièces maintenant qui sont des pièces magiques parce qu'il a construit des parapluies, je ne sais même pas à quoi ça correspond moi-même, et je les garde religieusement. Et il m'a passé son tour, je l'ai encore, il façonnait même les pièces à la main. Et il m'a appris maintenant ce souci du détail et à la fois de faire des choses qui durent, c'est-à-dire solides. Donc, à part les marionnettes en mousse que je fais aussi, mais celles qui nécessitent un four, j'ai une équipe autour de moi, mais sinon c'est pour ça que je fais tout moi-même, à la fois les décors, pour avoir cette minutie, cette précision-là. Parce que lorsqu'on a une idée, la grande chance, moi, c'est que je vais de l'atelier à la scène. C'est-à-dire que Le Chien Abandonné, par exemple, c'était quelque chose qui m'avait touché à la télévision. Comment on peut laisser des chiens juste avant les vacances. Et donc je suis vite descendu à l'atelier, j'ai pu créer donc ce vieux chien. J'ai trouvé la voix tout de suite. Et je l'ai mis en scène assez vite aussi, au théâtre de Chaillot, où j'étais avec Savary. Et après j'ai été appelé par toutes les SPA pratiquement d'Europe, parce que je le faisais en espagnol en Espagne, en Italie. Et j'ai fait un disque, je suis parrain, je ne sais pas combien de SPA. Donc là c'est quelque chose qui touche les gens, mais j'ai pu le réaliser parce que quand je dis que les personnages sont à ma main, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que je les construis pour moi, donc ils ont mon âme, et également au niveau de la taille, je ne peux pas un autre ventriloque, ça ne serait pas manipulé. D'accord. J'ai fait l'expérience déjà, mais quand tu peux arriver à faire. D'abord, pourquoi vous êtes devenu ventriloque? Enfin, vous auriez pu devenir magicien, mais pourquoi la ventriloque? Ou boucher charcutier. Ou charcutier, voilà. Garfond. Et pourquoi ventriloque? Oui. Déjà le mot il n'est pas beau, hein. Le mot n'est pas très joli. C'est ce que je regrette un peu. C'est un art qui est un art vocal superbe. Et le mot est. Alors pour le mot, il faut remonter au Pythie grec qui avait des prêtres aux statues, des prêtres qui faisaient parler des immenses statues qui étaient censées prédire l'avenir, et c'est bien sûr les prêtres qui étaient ventriloques qui faisaient parler. Donc voilà, on apprend. La question c'était... Pourquoi êtes-vous devenu ventriloque? Voilà. Alors, j'ai suivi des études tout à fait normales, et pour gagner de l'argent pendant les vacances, j'allais dans les VVF, Village Vacances Famille, être animateur enfant. Ma soeur y était déjà, donc j'étais un peu trop jeune, mais j'ai pu y aller à 15 ans. Et on avait donc 150 enfants entre 10h du matin et 5h de l'après-midi, avec d'autres volontaires de police, à s'occuper. Pendant que les parents étaient en vacances au bord de la mer, à 7, au Pays Basque. Et ces fameux enfants qui ne mangeaient pas à table, et je dis mais c'est pas possible, les parents disaient mais mon fils n'a pas rien mangé à midi. Alors je dis j'ai fait une sorte de poule avec les moyens du bord, et je dis lorsque chacun a fini sa viande, je vais chercher Chochotte, je l'avais appelé comme ça, Chochotte. Et elle racontait une histoire à épisode. Je la laissais toujours au bord de la falaise, avec l'autre qui arrivait derrière à 100 à l'heure, et il dit demain, après la viande. Voilà, donc bon, il mangeait, il dit allez, termine, il y a Chochotte qui arrive.
Et puis j'ai vu petit à petit des têtes arriver dehors, parce que le restaurant était vitré, et les parents venaient au moment de chochotte voir ce que j'allais faire. J'ai dit, attends, c'est nul, c'est pour les enfants. Non, non. Et ils m'ont dit, mais si nous on aime bien, et faites-nous un truc à la veillée adulte. Alors je l'ai fait, et là, gros succès. Et donc j'appelle ma mère et je lui dis, voilà, je suis en pilote. Bon, peut-être arrêter, je vais faire une profession avec ça. Donc ils ont eu la sagesse que j'avais pas à l'époque, donc j'ai terminé mes études, j'ai eu un bac sciences éco, et après j'ai quand même fait 2 ans un DUT de GEA, gestion d'entreprise d'administration à Lyon. Je l'ai eu en juin, et en septembre, j'étais à l'école de cirque russe à Paris, parce que moi, pour une province, je suis né dans l'Isère, je connaissais rien au niveau showbiz, spectacle, et j'avais que l'école de cirque. Alors je suis monté, et j'ai fait beaucoup d'acrobatie, de jonglage, mais pas de ventriloquie, bien sûr. Est-ce qu'on peut se situer dans le temps, juste pour faire un... 1820. 1820, d'accord, ça fait 150 ans, 180 ans déjà. 185 mon terme. Mais j'ai des crèmes, hein. C'est bien, des c'est crèmes. super. Mais pas avant Jésus-Christ. Hein. Ah ben non, allons, tout de même. C'était... mon point de repère, c'est que c'était le 17 novembre 1977 où j'ai eu mon prix au Cirque d'hiver. D'accord. Au Cirque de demain. Et donc j'étais monté en 75. D'accord, donc 2 ans d'école de cirque Oui, comme je suis très souple, les professeurs me conseillaient déjà d'autres choses. Puis j'avais pas du tout envie de faire ça. Et j'avais déjà trouvé des petits cabarets comme la boîte à frites, ça s'appelait, rue des Blancs-Manteaux. Les Blancs-Manteaux, tous ceux qui voulaient bien me prendre, je passais à 1h du matin, j'ai gagné 50 francs, je m'en souviens, de l'époque. Et ça me payait le taxi pour revenir, parce qu'il n'y a plus de métro. Et, voilà. Mais j'ai commencé comme ça. Et comme j'arrivais pas à bouffer, je retournais au VVF l'été comme animateur, je me rappelle, à 800 francs. Le générique, mais 800 francs par mois. Et pour avoir un public, pour travailler. Après, je suis même resté toute l'année, pendant 1 an, à Anglette, vers un Pays Basque. Et là, c'est les retraités pendant l'année. Et le mardi soir était terrible parce que c'était la soirée balle. Et il y a beaucoup plus de retraités femmes qu'hommes. Tu viens là, du tango, tu passes au dôme. Et donc, mais il fallait parce que bien sûr que j'avais pas de quoi. Je me rappelle que mes galas de Noël, je mangeais pendant 6 mois avec les galas de Noël. Ah oui? Ouais. Je travaillais sans cesse. Qu'à Noël, mais je travaillais. Uniquement en ventriloquie aussi? En ventriloquie, oui, déjà. Déjà, oui. Ah, qu'un numéro. Donc c'est un spectacle d'une demi-heure, mon premier numéro, ce fameux chochotte, une sorte de signe un peu à la Daniel Rémy, je l'avais fait son fiancé, un autre que j'avais ici en main, et c'était un truc assez simple, mais je travaillais déjà avec ça. Ouais. Donc j'ai eu ce prix, et là toutes les agences qui me répondaient jamais m'ont vu, et notamment Carmen Bajot, qui m'a vraiment lancé. Elle m'a dit, mon petit chou, ce que vous faites est nul, il n'y a aucune technique, le costume, si on peut appeler comme. Alors là, j'avais déjà commencé à tourner les talons, et elle me dit, mais je pense qu'on va faire quelque chose et vous me faites confiance. La première chose, allez changer ce costume, je vous envoie chez Vicaire. Alors je lui dis, oh là là, chez Vicaire, j'ai pas l'argent pour l'acheter. Et elle me dit, bon, alors je vous envoie à Téhéran, en Iran, on était en fin d'année, novembre, au mois de janvier, à l'hôtel Intercontinental, et avec ce cachet-là, vous achèterez votre costume chez Vicaire. Et j'ai découvert d'un coup qu'il y avait moi je pensais qu'il y avait un marché international, et elle me dit, vous allez gagner $110 par jour. Je lui dis, combien? Vous ne vous moquez pas de moi, hein. J'arriverai à vivre du métier. Je ne savais pas qu'on payait autant des artistes pas connus. Donc je suis allé à Téhéran, du temps du Shah, déjà, 78. Et au bout de 15 jours, la direction me dit, appelle Bajot, elle me dit,
votre petit blond, là, le français, là, je vous le renvoie parce que j'étais mort de trouille, je me cachais derrière les marionnettes et mon anglais était un anglais scolaire. J'étais pas bon du tout. Et là, elle était superbe, elle a dit si vous renvoyez Marc, je vous envoie plus aucun artiste. Donc j'ai pu terminer mon contrat, donc j'ai pu acheter mon costume, j'ai pu surtout travailler très très fort les langues le soir à l'hôtel, parce que chaque fois que je rentrais, je pleurais de désespoir. Et c'est à force dans tous les pays d'ailleurs, après j'étais en Grèce, je parle grec, c'était jamais assez. Si je faisais pas un tabac tous les soirs, j'étais pas content. On me disait ça a bien marché, je disais ça me suffit. Donc il y avait c'était la méthode assimile, c'était le. Et voilà, et puis c'était trop long, je coupais, j'essayais le lendemain, et ça c'est toute ma vie jusqu'à maintenant. Et j'ai eu la chance moi d'avoir un public. Parce que maintenant il y a moins de cabarets, et donc on travaillait. Avec Carmen, pendant 10 ans, j'ai pas eu un jour de congé. Pendant 10 ans, elle m'a dit Marc, vous terminez le 28 octobre au Coronet d'Athènes et vous commencez en Italie, au Williams, le 1er. Donc vous avez 2 jours pour faire le voyage. C'est la pension temps à Milan. C'était comme ça tout le temps. C'est une époque formidable. Formidable. Et donc ça a duré 10 ans. Voilà. 10 ans jusqu'à ce que je rentre au Moulin Rouge. Donc là, il y a eu pas mal de choses parce qu'il y avait une carrière télévision aussi internationale avec qui commençait. J'étais à la Scala Media Castilla à Madrid et j'ai eu ma première émission en espagnol. C'était une demi-heure par semaine à TV13 et ça s'appelait Las Noticias de Croquis. Et là c'était un petit crocodile qui était la vedette et j'avais c'était mes premières armes en télévision en espagnol là-bas. Et parallèlement à ça, on en faisait en Hollande, en Italie, un peu partout. Donc j'ai aussi découvert cette autre façon d'exister. Et après, donc j'ai fait mon premier contrat. Donc j'ai fait le Casino Rulle en 81, Very Nice 81, ça s'appelait, donc fait un jeu de mots sur le truc. Et là, j'étais première fois, j'étais attraction vedette, attraction comique sur une revue. C'était vraiment, j'ai découvert les grandes scènes là, vraiment, et je suis plus à l'aise sur les grandes scènes qu'après j'ai eu la chance de faire toutes les autres, le Crazy Horse, le Lido, et donc mon numéro est construit aussi pour une grande scène, ou alors moi je suis plus à l'aise que... Voilà. Et après donc j'ai intégré le Moulin Rouge, pour attendre le Moulin Rouge j'étais 1 an à Tenerife, en Espagne, des différents contrats, et j'ai fait le Moulin Rouge en 85. Pour la première fois. Pour la première fois. Où là j'ai signé 1 an et puis j'en ai fait 5. Après ils m'ont prolongé. Le Moulin Rouge que j'ai fait 9 ans jusqu'à maintenant, parce que après j'ai refait 2000. Après quand même il fallait que je m'échappe pour recréer des choses aussi. Entre 90, c'est là où j'ai fait toute la classe avec Fabrice, toutes les émissions de télévision, tout ça. 90 et 2000, 2000-2004 de nouveau au Moulin Rouge, et là je rentre de nouveau au mois d'août, le premier pour minimum 1 an et demi, si ce n'est plus, qu'on va voir. Alors qu'est-ce qu'on travaille pour devenir ventriloque La cuisine. Le gâteau au chocolat. Important. La cuisine. Alors, pour le gâteau au chocolat, 400 grammes de farine. Je me suis dit, si c'est faut bosser le gâteau au chocolat, je vais être des meilleurs ventriloques qui existent. Non, c'est important, les gens croient que c'est de la technique. Non, c'est des douceurs qu'il faut. On nous aurait menti.
J'ai eu la chance de rencontrer Georges. Vous connaissez l'histoire de Georges Schlick, non? Non. Allez-y, racontez-la. Oui, parce que ma version est importante. Quelqu'un qui a été assez décrié. Alors, et c'est une très belle anecdote. J'étais donc, comme je vous disais, un mauvais ventriloque. Peut-être un bon manipulateur, parce que ça j'ai toujours travaillé beaucoup devant la glace, mais mauvais techniquement. Comme j'avais un physique un peu agréable, je travaillais un peu, mais bon, maintenant je sais, je vois de recul. Et j'étais donc avec Carmen, comme je vous l'ai dit, et son poisson pilote était Georges Schlick. C'était l'homme qui lui ramenait le plus d'argent, c'était l'homme qui était au Lido, et qui avait créé des choses, qui avait renouvelé un peu avec son armure, la ventriloquie et tout ça. Et Georges a décidé d'aller méditer en Inde, de tout arrêter, pour aller avec Bhagwan, son gourou. Et c'était la panique un peu à bord, et Carmen me dit, je vais faire un repas à la maison avant qu'il parte, j'ai envie que vous connaissiez Georges. Et pendant la conversation du repas, Georges me dit, Marc, si tu veux acheter mon numéro, tu peux. Alors, j'ai dit, attends, acheter, non, je peux pas, quoi. Je vivais, mais pas... Alors il me dit, bon, c'est pas grave, je t'apprends la technique pendant 2 mois, avant que je parte en Inde, et tu me donnes rien, je te l'offre. Ça n'existe qu'une fois dans sa vie, ça. Qu'un maître, par sympathie, dit voilà, ça c'est mon élève. Alors il m'a non seulement, il est venu dans mon petit studio à rue Legendre à Paris, il m'a appris la véritable technique avec Assima, la fille tout en orange, il arrivait, qui était avec la technique au sol, lorsqu'il faut muscler les cordes vocales en comptant, les crayons dans la bouche, la psychologie pour prendre les gens, toute la véritable technique de ventriloquie, Georges me l'a appris. Et j'allais le soir dans la loge de Miss Poubelles au Lido, au second show, pour voir également. Parce qu'on travaillait la veille, je le voyais sur scène. Et il me disait, voilà, tu vois, et je lui en parlais. Et moi j'étais très gonflé, je dis, mais comment ça se fait que tu as fait trop court avec cette personne-là, ou tu l'as raccompagnée? Il me disait, voilà. C'était incroyable. À la fin de ça, non seulement il a fait ça, il a fait une lettre à toutes les directions d'Europe avec qui il travaillait, en disant Marc Métral est le nouveau Georges Schlick, mon poulain. Là, mon salaire a doublé en quelques mois. Parce qu'il y avait un manque aussi. Et alors on avait fait le matériel, j'avais aussi une grenouille et puis une armure en double pour pouvoir répéter. Et j'étais parti. Et je me rappelle que le 31 décembre, c'est quoi, 78, enfin peu importe la date, il avait un coffre, il m'a tout donné. Ses chaussettes blanches, son slip, tout. Il m'a dit voilà, hop. Et donc, effectivement, j'ai commencé à travailler très bien. C'est là où j'ai commencé les partenaires sur scène, les gens du public avec les mains. Et puis quand même, j'avais des gens comme Jacques Provence, qui me disaient, c'est pas tout à fait Georges. Hein. Et comme j'avais un sale caractère à l'époque, je dis, ben, forcément, hein, c'est pas Georges, c'est moi. Lui il est allemand, moi je suis français, j'ai plus le latin, c'est plus... voilà. Mais j'ai bien senti que j'étais pas tout à fait à l'aise dans ce costume. Alors j'avais commencé avec Mireldo déjà à créer mes oiseaux, mais avec tout ce que je savais, donc c'était la troisième voie, la mise direction, tout ce que j'avais appris. Donc c'était autre chose, quoi. Et 4 mois après, Georges est revenu très malade à l'hôpital, ruiné complètement. Il avait un appartement avec son à Paris, il avait tout vendu. Et il m'a dit, Marc, je dois travailler encore, tu peux regarder tout ce que tu veux, mais je vais quand même reprendre mon numéro. Et je dis, tu plaisantes, bien sûr. Donc j'avais tout rendu. Et là, j'ai changé, j'ai parti avec mon propre numéro, avec les oiseaux, j'avais pas le lion, j'avais un chat à l'époque. Et j'ai gardé ma clientèle, ma nouvelle clientèle avec mon propre numéro. Mais je serai éternellement reconnaissant, Georges, parce que c'est quelque chose que je ferai aussi pour moi plus tard. J'aiderai aussi des jeunes artistes en qui je crois. Et Georges, donc, suite à ça, il est devenu... Il a continué sa Il a repris sa carrière. Il a repris sa carrière. Il est aussi professeur de méditation, donc maintenant je sais qu'il travaillait encore il y a quelques mois en Allemagne. Ah oui, toujours. Au Wintergarten. Il le fait plus. Après il a habité à Tahiti.
est devenu aussi photographe sur les plages, et c'est quelqu'un de libre, et donc maintenant il a ralenti un petit peu, il travaille toujours, voilà quoi. Chacun fait son bout de chemin différemment. Donc aujourd'hui, la référence actuelle, c'est Marc Métral en ventriloquie ou... Alors ça, c'est pas moi de le dire. Non, mais... Parce qu'on connaît pas beaucoup de ventriloques. Moi, je connais pas beaucoup de ventriloques, en fait. On en voit, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent ventriloques. Oui, alors, ce que je voudrais dire déjà, c'est que on n'est pas ventriloque et magicien. On n'est pas ventriloque et créateur de ballons ou... c'est pas un effet la ventriloquie, c'est un métier. C'est-à-dire que moi-même, avec la bouteille que j'ai, si je travaille pas pendant 15 jours, je suis mauvais aussi. Donc c'est quelqu'un, on est ventriloque que si on travaille régulièrement. Si on travaille régulièrement, on est pro. Et donc c'est une discipline, si on veut la faire, si on travaille qu'au niveau nasal, ça peut faire illusion. Pas en télévision, peut-être en scène, de loin, bon. Si on est un excellent manipulateur, si on a un bon sketch, bon, ok. Mais les cabarets, les lieux, les théâtres, j'ai joué pour tous les cours pour les Didi, pour le Roi du Maroc. Ils ne nous connaissent pas. On n'est pas Marc Métral, on est un ventriloque. Donc quand on arrive, on doit être superbe. Il faut qu'il pose les fourchettes, il dit oh là là, c'est formidable. Donc ça veut dire une technique superbe, une façon d'être, une élégance, voilà. Donc ça c'est un métier. Pour moi c'est toute une vie, quoi. Donc je suis un peu, je fais pas trop de cadeaux à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai pas encore eu d'élèves non plus, moi, contrairement à tous mes camarades, parce que c'est quelque chose qui est, avec Georges on l'a placé à un certain niveau, c'est pas quelque chose qui est galvaudre. Moi, je ne fais aucune concession, je surveille mon poids, je fais du sport, du vélo, de la natation, c'est quelque chose que j'essaye de faire à un niveau et je ne comprends pas que des gens s'improvisent comme ça. En plus, en copiant tout ce qu'on a essayé pendant des années à mettre au point. C'est très difficile parce que c'est déjà quelque chose qui est complètement contre nature, la ventriloquie. C'est artificiel à donf. Je veux dire, c'est... dire à quelqu'un, tu vas parler sans bouger les lèvres, mais c'est stupide. Donc c'est un art théâtral. Donc si quelqu'un arrive à faire quelques voix, mais que sa marionnette c'est un bout de chiffon et qu'on n'y croit pas, si lui-même n'y croit pas, ça marche pas. Si jamais c'est un bon manipulateur, mais qu'il bouge les lèvres ou que la voix ne correspond pas au personnage, l'illusion elle casse. Donc ce qui est très difficile dans la ventriloquie, c'est qu'il faut, en espagnol on dit un conjunto, c'est un ensemble qu'il faut, et un ensemble cohérent entre des personnages qui correspondent à votre personnalité. Donc il faut être nous-mêmes comédiens, parce que c'est fini le temps où le ventriloque souriait pendant que la marionnette parlait. Il souriait pour coincer les dents pour pas que ça bouge. Mais maintenant c'est fini, il faut être naturel quand on parle avec un personnage et tout ça. Et ça demande énormément de travail. Donc il faut être, je reviens, manipulateur, le timing, il faut le prendre ça. Et ça c'est des années. Ensuite, il faut être techniquement avoir la technique. Il faut être créateur, parce que sinon si on copie, voilà, physiquement il faut être comme assez agréable, il faut parler plusieurs langues. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup de choses, oui. C'est pour ça que j'ose me dire international. Parce que s'il n'y a pas une passion derrière, le type dit bon moi je vais être magicien parce que je pourrai arriver à exister un peu plus vite. Parce qu'un ventriloque, il faut 1 an de travail devant sa glace, 1 demi-heure par jour, avant d'avoir un petit résultat. Un petit résultat, oui. Parce qu'il y a beaucoup de... Moi c'est un monde qui m'est étranger. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la ventriloquie, vous en croisez Beaucoup de gens qui se lancent mais qui arrêtent, beaucoup qui arrêtent aussi. D'accord. Parce que c'est quelque chose de... S'il n'y a pas cette passion-là, les gens disent oh, non, c'est trop fatigant, c'est trop crevant. Et puis, mais ça fascine les gens, oui. C'est vraiment fascinant lorsque...
Et alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est bon, j'ai enlevé tout ce qui était démonstration. Avant, j'avais appris avec Georges jouer de l'harmonica, avec fumer pendant que la marionnette parle, boire pendant qu'elle chante. Et j'ai trouvé que c'était complètement has-been maintenant et que les gens veulent s'amuser. Ouais, il y avoir une émotion aussi. Ouais, j'allais y arriver, à l'émotion. Mais donc, la technique, maintenant, j'ai tellement digéré que je l'oublie complètement. Et que je privilégie le cartoon sur scène, c'est-à-dire le dessin animé, et surtout effectivement l'émotion. Les ventriloques, on n'a jamais vraiment osé l'émotion. La seule chose où je me revendique un peu novateur, c'est que je suis un des premiers à avoir osé, vous l'avez vu au Cirque Phoenix Junior, oser l'émotion, toucher le cœur des gens. Si Michel de Genève le fait avec la taillette un peu, mais notre rôle il est là aussi, on n'est pas seulement des clowns qui font, ça fait rire. C'est ce que je regrette un petit peu au niveau international, dans les grands cabarets où je passe, c'est que on est tellement minuté, parce qu'il y a 50 filles qui attendent de rentrer derrière, qu'on ne peut pas installer les choses, comme je l'ai fait dans les théâtres que j'ai fait, soit chez Savary, soit à l'Olympia, soit au théâtre d'Edgar, où j'ai créé des pièces pour pouvoir utiliser cette technique avec plus profondément. Donc là, toucher le cœur des gens, j'ai maintenant des gens qui ont entre 20 et 30 ans et qui m'ont vu lorsqu'ils avaient 8 ou 10 ans et qui me disent, on me parle de certains personnages, de sketchs qu'ils n'ont jamais oubliés. C'est vrai. Et donc, ça pour moi c'est mon plus grand bonheur, ça. Mais c'est pas triste. Hein. Ben non, Au départ, c'était vraiment, c'était pas un choix, c'était par dépit en fait la ventriloquie, c'était juste plus pour occuper les enfants, ou c'est parce qu'il y avait vraiment, ou vous aviez déjà vu un ventriloque déjà, enfin, il y avait l'embryon, tout début, l'embryon, c'était quoi en fait vraiment? Je pense que, parce que pourquoi j'ai choisi ça, j'ai dû voir à la piste aux étoiles Daniel Rémy, voilà. avec les œufs, et je crois que c'était mon premier énorme choc, comme ce que je souhaite maintenant de donner dans le cœur des enfants. C'est pour ça que je reviens à la télévision aussi maintenant, parce qu'on a des projets de télé, parce que c'est formidable de donner la joie à des gens qui payent, je sais pas, 150 € par soir, mais moi je veux toucher aussi le cœur des enfants, les gens malades, pourquoi restreindre? Donc avec des choses qui vont arriver en télé. Et j'ai commencé donc certainement avec cette image-là parce que j'ai voulu moi faire cette fameuse chochotte, mais je ne pensais pas un instant être ventriloque. Non, non, non. Je faisais une autre voix en bougeant les lèvres à côté. Je ne me cachais pas. Hein. Un instant, j'ai pensé. Alors après, les gens qui sont venus de l'extérieur ont dit mais vous êtes ventriloque, tu es ventriloque. Non, c'est comme un théâtre marotte. Voilà, voilà. Et après, lorsque j'ai eu cette appellation-là, il a fallu assurer. Et alors là, si je n'avais pas rencontré Georges, voilà quoi. En plus, quelqu'un qui travaille mal, quand je dis travailler mal, qui ne travaille pas avec l'estomac, alors en poussant les colonnes d'air avec le diaphragme, sa carrière c'est 2 mois. Hein. Et après il finit comme ça. Bonjour, je suis ventriloque. Ouais, je travaille beaucoup. Ouais. Trop. Non mais c'était terrible. Il y a une vraie technique, hein, on est bien d'accord. Ah, il y a une vraie technique. Ouais. Parce que si vous ne poussez pas ici avec le diaphragme, ouais, c'est à l'intérieur. Et alors? Tu veux sortir? Parce que il y a du monde. Ouais, je te dirais, c'est trois... Le voyou. Le voyou sont en noir, en tout cas, je me méfie. Hein. Donc cette technique-là, sinon l'autre technique nasale, c'est parler comme ça. Oui. Encore moi je la fais pas. Mais donc on peut jouer comme ça, mais les cordes vocales ne résistent pas. Et puis c'est impossible, parce que c'est la langue qui va en haut et en bas dans le palais pour vous mettre les mots. Donc on est obligé de respirer par
par l'abdomen, comme les chanteurs lyriques. Et d'ailleurs, j'ai pris des cours à Nice avec un professeur d'opéra pendant 6 mois, pendant que j'étais au Casino Rue, dans les hauteurs de Nice, pour la respiration, puisque j'avais imaginé un duo entre moi j'étais ténor et une soprano, une grande marionnette, qui était un bide retentissant, mais qui m'a bien aidé à la ventriloquie. Voici la technique exacte, à mon avis, à mon humble avis, c'est que c'est le diaphragme qui pousse des colonnes d'air à travers la trachée, et c'est le larynx. On n'a pas des cordes vocales là ou là ou là, hein, ou là. Hein. Donc c'est le larynx qui fait les sons. Donc on pousse comme ça à travers les cordes vocales ici. Comme on ne peut pas articuler comme ça, puisque c'est interdit par la loi 2427 des ventriloques, page 8, il faut à ce moment-là muscler suffisamment ici et avoir une caisse de résonance qui est derrière le larynx, plus ou moins développée, ça y a une histoire de don là-dessus, pour que les sons sortent, et donc qui sont compréhensibles. Donc il faut que la langue aille se placer en haut, en bas, pour faire les P, les B, les M, les O, les A, les voilà. Voilà la véritable technique. Expliqué comme ça, ça ne va donner envie à personne. Hein. Heureusement qu'après on met un truc qui bouge au bout de la main pour attirer l'attention. Hein. Ah ouais. Sinon, on ne remplace pas les P par les T. Non, parce que je sais que j'avais dû lire ou j'avais dû voir des gars qui faisaient ça. En fait, donc tout ce qui était B ou P... Ça c'est pour ceux qui ne veulent pas apprendre la technique. Voilà, on est bien d'accord. Hein, ils se cachaient derrière la marionnette. Une grosse moustache ou une pipe. Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui. Ouais. Jacques Courtois, il avait une pipe quand il à la télévision. Parce que une des techniques à prendre, c'est avoir un crayon en bois dans la bouche, et comme ça nous oblige à muscler ces muscles-là. Voilà. Et ça empêche, si le crayon tombe, c'est qu'on bouge les lèvres. Donc c'était une des techniques aussi de Jacques Courtois, en télévision surtout, mais il était c'est un homme remarquable, mais techniquement pas extraordinaire. Mais quel grand créateur et quel talent dans l'improvisation, on en a parlé ensemble. Quel charisme. Non, c'est moi qui fais le texte. Un petit apport personnel, Jacques Courtois, Ah bah finalement. un homme, un charisme. En gros. Non, bah alors. même si lambda. Alors je précise que la voix qu'on entend, c'est de la ventriloquie. Hein. Je suis un ventriloque. Hein. J'ai pas un cheveu qui bouge, pas une oreille, rien. Enfin, comparativement à la magie, en fait finalement la technique peut s'apprendre à travers des ouvrages, des livres, des choses comme ça. La meilleure façon d'apprendre la ventriloquie, c'est de rencontrer quelqu'un qui maîtrise. Je crois pas tellement aux livres, parce que ça reste, comme son nom l'indique, lettre morte, quoi. On est très vite ridicule en ventriloquie. On est très vite. Il faut avoir on appellerait maintenant un coach. Il faut avoir quelqu'un qui vous guide, qui vous dit là c'est bon, là tu es trop nasal, il faut descendre ta voix. Ensuite, moi je marie tout de suite la manipulation avec la voix, parce que c'est useless, ça sert à rien de savoir faire la voix si on peut la faire sortir de quelque chose, mais bon, ça fait un gag, quoi, c'est la caméra cachée, c'est tout. Il faut ensuite amener quelque chose. Donc, et ensuite chacun a cette caisse de résonance différente, et c'est pour ça que tous ceux qui copient, ça ne va jamais. Moi j'ai pris un petit chien blanc qui ressemble à une peluche, parce que comme je suis blond, je voulais un truc romantique qui me convienne, un petit peu semi-féminin, voilà. Donc après les gens pensent que ça reprend, et non, ça ne va pas, quoi. Donc on a chacun une tessiture différente, on a chacun des personnages, donc on ne peut pas conseiller comme ça à quelqu'un, puisque ça dépend tellement de la personnalité de chacun. Parce que finalement, en fait, des gens qui maîtrisent réellement la véritable technique, il y en a peu, donc forcément sont peu accessibles, donc finalement pour avoir un coach, c'est relativement difficile. Donc, maintenant, il y a la FAC qui fait un congrès chaque année pour les ventriloques, ce qui est très très bien, parce que on a toujours la hantise de se faire copier. Moi, on était énormément copiés, et c'est pour ça que moi il y a un congrès aux États-Unis où je ne vais pas non plus, où j'étais invité, parce que nous, ce qu'on met des années à construire, c'est piqué comme ça, quoi. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas de télévision non plus, j'en fais pas beaucoup.
Maintenant, je n'en fais pas beaucoup, ou ce que je fais n'est pas mon numéro. J'ai fait des créations pour télévisuelles. Encore hier soir, j'en ai fait. On prépare quelque chose qui est ciblé, qui est cadré, qui est calibré pour la télévision, qui était un autre média complètement différent de la scène. Donc c'est pour ça que la seule émission qui marche, parce que c'est une scène filmée chez Sébastien, mais sinon tout le monde se plante. Les ventriloques à la télévision se plantent tous. Parce que la télévision, la caméra est tellement précise et unfair, elle voit tout, que le moindre mouvement de lèvres passe, donc c'est insupportable. C'est pour ça que ne faut pas mélanger les genres et les métiers. Il y a une vraie communauté des ventriloques? Oui, la communauté d'Emmaüs, ça s'appelle. Ah ouais, je connaissais ça autrement. On se file les fringues, d'ailleurs ça s'en vient. Voilà. Et vous échangez des marionnettes aussi? Oui, des bouts de marionnettes, oui, des bras, des jambes, voilà. Il y a un grand marché qui se fait vers Noël. Et les voix un petit peu aussi, vous échangez? Aux élections plutôt. Oui, récemment j'ai été très demandé par M. Sarkozy, que je remercie d'ailleurs très bien. Je vous adore, M. Sarkozy. C'est un marché noir de l'organe en fait, comme pour... Oui, de l'organe des marionnettes. D'ailleurs, j'ai un lot d'intestins qui est superbe là. Ça vous intéresse pas? Une première main, j'espère. Une première main. Voilà. Voilà. Il parle, ces intestins. Ah, tout ça parle. Ah ouais, c'est incroyable. Tout ça, il y a un peu de fer à repasser aussi, qui demande un peu d'aide. Enfin, il y a pas mal de choses à la maison, tout parle. Une maison fou d'ailleurs, vous avez vu, c'est un décor comme un décor de cinéma. On a essayé de continuer à vivre notre passion également. Jusqu'au bout. Non, ça c'est un chat qui se suicide, c'est pas grave. J'en ai d'autres. Lilou, Il se passe des choses bizarres ici. qu'est-ce qu'il y a, Lilou? Si elle parle, je m'en vais. Est-ce que vous avez un moment fort dans votre carrière qui vous a marqué vraiment beaucoup plus que... Bon, il y a la rencontre avec Georges Schlick, mais je me dis qu'il y a des étapes, je sais pas si c'est des étapes ou des moments qui ont été clés dans votre carrière. Ce qui est toujours très impressionnant, c'est de travailler pour les grands de ce monde. Pour les centenaires du Moulin Rouge, on avait le Prince Charles et Lady Di. J'avais Jerry Lewis dans la salle, il y avait Elsa Fitzgerald, il y avait Madame Hemingway. J'ai dit, mais c'est un film qu'on est en train de tourner. Et c'est assez impressionnant, là, c'est à vous, tous les people français. Et ce métier-là est riche pour ça, parce que on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais, nous, artistes, on n'aurait jamais rencontrés. Comme on a été avec Viviane invité pour les galas soit de Matignon, soit de l'Élysée, donc on a été invité aussi dans l'ancien palais présidentiel français à manger les petits fours avec le chien qui venait de travailler à Matignon. C'est des choses qu'on ne vit que grâce au métier. J'ai été invité par le roi du Maroc à Hassan II, le père qui vient de décéder, pour un gala privé, et il était juste lui avec ses 3 petits-enfants, et la salle était séparée en deux entre les hommes et les femmes, et moi je voyais tous. C'était assez impressionnant. J'ai joué aussi invité à Buckingham Palace par la reine, mais j'ai pas pu y aller avec le chien à cause de la quarantaine, même pour la reine. Elle n'a pas pu passer. Elle l'avait vu à Paris, mais elle n'a pas pu jouer. Au Festival de Cannes, j'ai eu entre mes mains Catherine Deneuve pour un gala pour Canal+, et aussi Elisabeth Taylor, donc que j'ai fait parler sur scène. Donc, c'est les joies de ce métier, et d'autres personnes que j'ai oubliées, ça c'est le privilège de ce métier-là. On a été reçus récemment justement par Jean-Claude Brialy à Monaco. On a fait un gala ensemble. Je me rappelle d'un moment superbe en télévision chez Foucault, à Sacrée Soirée, avec Jacqueline Maillan, où j'attrapais un moustique et elle a éclaté de rire. Oh, que c'est mignon, comme ça. Je vais sur son épaule. Ça, c'est des choses, des passages très forts à nulle part ailleurs, aussi avec Antoine Decaune, qui sont repassés dans son DVD. Là. Les créations
de Métral Family, qui est où je fais plusieurs personnages aussi au théâtre de 10 heures, où c'était complètement fou, un pari fou, qui a été trop novateur, ça a été un bide public, mais j'ai eu le prix de la Fondation de France grâce à ça. Donc toutes ces expériences-là que je dois à ce métier-là. Vous faites vos métiers, mais aussi à la qualité, au caractère unique de ce que vous faisiez. Oui. C'est pas non plus n'importe quel ventriloque qui aurait pu avoir accès à ça. Ben, je pense non, parce que je suis pas monsieur 100 000 volts, mais un petit peu dans la... Je ne suis heureux que si je crée. Donc c'est pour ça que j'ai eu toujours plusieurs carrières en même temps. Même lorsque j'étais au Moulin Rouge, je me suis dit, Clérico, il disait, Métral, vous pouvez pas rester en paix, être tranquille. Parce que j'ai commencé mes premières émissions à la classe et sans son autorisation, bien sûr. Et des fois, il me disait, moi, je voulais faire vos conneries à la télé, là, vous avez 20 ans, je vous paye pas assez, il me disait comme ça. Mais il m'a jamais interdit, je l'aime beaucoup. Monsieur Clérico, père, directeur du Moulin Rouge. Et donc, il me faut cette création-là. Il faut que je continue à créer des choses, que ça nourrit justement le reste. Donc là, vous avez parlé des personnages publics, on va dire. Mais donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup moins connues du grand public, qui vous ont aussi aidé en fait, ou qui vous ont pas transformé, mais qui vous ont ouvert d'autres portes? Vous parlez tout à l'heure de la première agence avec qui vous avez travaillé. Il y a d'autres personnes qui ont eu on va dire, une place importante dans votre vie professionnelle, aussi pour l'évolution de votre vie professionnelle. Notre vie est jalonnée de rencontres tellement nombreuses, effectivement, que en choisir... parce qu'à chaque fois, il y a une équipe sur l'émission au Chili où j'allais tourner. Ils ont réouvert les studios au mois d'août parce que c'est le seul mois que j'avais de libre pour faire 2 fois 13 émissions avec M. Raoul Matas. C'est un présentateur d'une élégance extraordinaire et on a créé ensemble des choses qui ont été diffusées pendant toute l'année sur le... Et donc il y a des personnages comme ça qui étaient un partenaire formidable, qui était pourtant déjà un vieux monsieur et qui a été superbe. Un monsieur qui est grand dans mon cœur, c'est un Enrique González, la personne qui avait des numéros au Chili, à la Cadena Católica del Chili. C'est une chaîne de télévision qui avait c'est un avocat qui est un fou de magie et qui a fait venir beaucoup de numéros. Et c'est un homme qui est, j'en ai quelqu'un d'autre en Finlande également, qui, quand il nous reçoit, on a l'impression de faire partie de sa famille. Il nous invite au restaurant tout le temps, il ne veut jamais qu'on paye. On est comme... ça, c'est des gens remarquables. Comme Enrique González. Il y a aussi quelqu'un en Finlande, je viens de faire une tournée en Finlande avec Timo, on s'est rencontrés à Stockholm lors des FISM. Il y a longtemps qu'il voulait m'avoir et là justement j'étais libre. C'est ce sont des gens qui sont tellement riches, qui donnent leur cœur pour la magie, qui donnent leur cœur et quand on est reçu, on ne sait pas comment. C'est vraiment des gens remarquables aussi. J'en oublie, sûrement. Et puis maman, Hélène, qui est la première qui m'a fait ma cape de prince charmant à 8 ans, sur un cheval blanc dans un petit village de Chana, alors qu'elle était agriculteur avec 9 enfants. Et donc elle était sans lieu de... Mais elle a toujours... c'est la première qui a cousu sur sa machine à coudre avec des dentelles blanches et donc c'est... qui maintenant m'a dit, mais mes copines me disent, on ne te voit plus à la télé. Hein. Il y a Loulou qui me dit, mais Marc, il est où en ce moment?
Mais regardez, attention à la marche, là, au mois de mai, là, il va... Ah, bien. Donc c'est très important pour l'enfance, quand on a la confiance, même que d'un ou deux des parents, on se sent pousser les ailes, parce que j'étais le seul de la famille à envisager cette carrière-là. Donc on ne s'est pas moqué de moi, et pourtant au début c'était loin d'être assez pour élever une famille. Et des enfants, des chiens, des chats. Si quelqu'un venait vous voir en fait en 2007 pour vous dire j'ai 17 ans, je voudrais être ventriloque international, est-ce que vous lui donneriez un conseil ou vous lui diriez... Pourquoi pas essayer la pâtisserie fine, ouais. Ou la boulangerie, Voilà. Parce que d'abord les gens ont toujours faim. Et l'art passe souvent déjà en second lieu. Non, c'est une demi-chose, parce que je vérifierai d'abord s'il a cette véritable passion. Parce qu'il y a près de moi actuellement quelqu'un qui est super doué, il n'a jamais appris la musique, et il est pianiste et guitariste. Et ce jeune-là, il vend des gâteaux pour la mère Poulard. Parce qu'il n'a pas cette passion que j'avais. Moi j'en ai crevé, hein. J'étais prêt à... Vraiment, je me rappelle l'interview pour le Cirque de demain avec Jean Mauclair. C'était mon première fois que j'avais un journaliste qui s'intéressait à moi, j'ai engueulé le journaliste. Je dis, je mange que des patates. Comment un jeune artiste français du cabaret, du musical n'a pas le droit de vivre dans ce pays comme ça? Alors est-ce que c'est pour ça qu'ils m'ont donné un prix? Je sais pas. En tout cas, j'y suis allé jusqu'au bout. Et quand j'ai quitté mes parents qui m'avaient payé des études supérieures en étant agriculteur, j'avais choisi la voie d'être artiste. Pas un instant j'ai demandé 1 centime. J'avais choisi ma voie et je voulais y arriver. Tu l'as suivi quoi? Je l'ai suivi et je pense que maintenant ils sont fiers. Mais moi ce que je voudrais dire aussi peut-être aux jeunes qui vont regarder cette image-là, c'est que cette image de facilité donnée par la télévision, on veut tout de suite s'embosser, oubliez ça. Hein. Oubliez ça. On avance énormément avec les échecs. Il faut se ramasser beaucoup pour d'abord dire, je vais y arriver. Mais s'il n'y a pas cette force-là derrière, s'il n'y a pas même si on n'a pas confiance en soi, hein, parce que moi j'étais pas fier de moi tout le temps, hein, mais l'héritage de mon papa à moi, c'est on va jusqu'au bout des choses. Ou alors on les fait pas. Donc ça finit par payer. Mais j'étais loin d'être ventriloque, hein, avant. Hein. J'étais un agitateur de marionnettes. Ah, ça bougeait bien, hein. Ouais. Donc il y a 2 catégories en fait. C'est-à-dire, il y a ceux qui agitent et il y a ceux qui marchent. Mais je suis encore, vous voyez, je pourrais vous donner des noms des gens qui m'ont vraiment fait du mal. D'abord en copiant, en trahissant. Ils se reconnaîtront. Mais ça ne m'intéresse pas, c'est une énergie négative. Bien sûr. Parce que c'est aussi très difficile la ventriloquie. À moins d'en faire comme les gens de cirque, souvent hélas, qui en font un moyen pour bouffer. Alors à ce moment-là, effectivement, on peut prendre des marionnettes, agiter et faire une voix en bougeant les lèvres. Voilà. Mais c'est pas la conception, je vous l'ai déjà expliqué, que j'ai moi de ce métier-là. Moi, je considère ce métier-là comme un virtuose de musique classique, qui vient jouer une partition. Et d'ailleurs, dans mon prochain spectacle, c'est un violoncelle. Je reviens avec le violoncelle pour avoir cette image-là de... Est-ce que justement vous n'avez pas l'intérêt, enfin on parlait de télévision tout à l'heure, justement à montrer au grand public ce que moi c'est vrai que je vous ai vu à la télévision, moi ça m'a mis une claque, c'est vrai, en me disant ah ça c'est un vrai ventriloque. Enfin je dis pas ça pour... Est-ce qu'on n'a pas intérêt, enfin est-ce que vous n'avez pas intérêt en tout cas à montrer un petit peu au grand public ce qu'on peut obtenir avec quand même avec du
travail, avec sans doute de la passion. Parce que, est-ce que les gens ne sont pas souvent confrontés à de la ventriloquie Il n'y en a pas beaucoup non plus à la télévision. Hein. Ben non, il n'y en a pas beaucoup, mais je pense quand même que dans les soirées, les fêtes champêtres, ce genre de choses, on parlait tout à l'heure des gens qui étaient un peu magiciens, ventriloques, ce genre de choses, on n'a pas une fausse image de la ventriloquie, justement, parce que moi ce que j'ai vu l'autre jour, enfin, la dernière fois que je vous ai vu, c'était au Banc Cabaret, je crois, vous êtes passé, et ouais, pour moi c'est plus du tout le même... c'est pas la même catégorie, quoi. En plus, vous dites avec deux marionnettes, donc est-ce qu'il ne faut pas créer une référence en fait pour que les gens après puissent se dire ça peut se voir aussi. J'ai tenté, d'où cette frénésie de création. J'ai quand même je suis le seul à avoir été pris au théâtre de Chaillot, Théâtre National de Chaillot, avec au Salle Gémier, avec un spectacle que Jérôme Savary m'avait mis en. Il a dit après je vais le refaire avec des magiciens tout le temps, et puis il n'a pas continué à la faire. Là j'étais novateur. J'ai fait au théâtre du Désir cette pièce, Métral Hurlant, au théâtre. Donc une pièce. J'ai marié aussi au Grand Théâtre d'Edgar, qui maintenant est le théâtre Rive Gauche, avec M. Mallet, des comédiens et des marionnettes grandeur nature. Il y avait un repas au milieu, on ne savait plus qui était vrai et qui était faux. Et donc c'est Métral Family. Et ça, donc chaque fois. Et là, j'ai continué avec Bouche cousue aussi. Le problème de la télévision, c'est qu'il faut... Maintenant, ça vient, puisque j'ai des contacts, mais il faut des gens qui soient un peu en avance. Sinon, si c'est pour refaire les guignols, ça n'a pas d'intérêt, ou être co-présentateur à côté de quelqu'un avec une marionnette qui bouge un peu, qui fait des clins d'œil, ça ne m'intéresse pas non plus. Et c'est ce qu'on me propose actuellement. D'accord. Donc, on prépare quelque chose qui est structuré, qui amène quelque chose au niveau écologique. Ça m'intéresse plus aussi pour ça, c'est pour ça que ça tarde un petit peu à venir. D'accord. Mais je ne désespère pas. Moi je m'étais dit avec l'éclatement des chaînes maintenant, il y en a des centaines, nous les magiciens et les ventriloques, on va pas arrêter de bosser. Mais c'est tout le contraire qui se passe. Parce qu'ils sont tellement frileux qu'ils n'essayent rien. Alors lorsque soit mon émission ou celle d'un autre passe, ça va être la folie des ventriloques, il va y en avoir partout. Ouais. On va taper dans un arbre, ils vont tomber partout. Donc c'est pour ça que la télévision est une bouffeuse d'images. Et vous avez vu à quel prix il est difficile de créer des images. Le grand public, à force de zapper, je le vois avec les municipalités proposent des programmes. Avant, même pour Noël et tout ça, ils mettaient n'importe quoi. Des gens qui s'improvisent magiciens, clowns, acrobates. Mais une des forces de Patrick Sébastien, c'est d'avoir éduqué le public. Ouais. Et maintenant, ils sont assez exigeants et on ne peut plus leur vendre n'importe quoi non plus. Donc ils ne font pas de cadeaux et c'est bien pour ça. Il y a un nivellement.